Un juge raciste poursuit un adolescent noir pour avoir porté une croix dans la salle d'audience jusqu'à ce qu'il appelle son père le procureur général. La première fois que Cameron Wells, 16 ans, entra dans la salle d'audience 12B, le froid le frappa plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement la climatisation, même si elle sifflait comme un être vivant au-dessus de sa tête. C'était le froid glacial d'un lieu qui avait vu trop de faim et trop peu de vérité. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus lourd. La peur, certes, mais pas celle que l'on ressent devant un juge. C'était la peur d'être invisible à la vue de tous, d'entrer dans une pièce où tout en vous avait déjà été pesé, mesuré et rejeté avant même que vous n'ouvriez la bouche. Terence disait que la peur signifiait qu'on était encore en vie, qu'on se battait encore. Cameron essayait de s'y accrocher. Il essayait d'y croire. Il s'était habillé du mieux qu'il pouvait. La chemise était empruntée, les manches un peu trop longues, les poignets repliés 2 fois, mais tombant encore sous ses poignets. Son pantalon kaki était trop ample à la taille, serré par une ceinture trouvée au fond d'une boîte à dons. Sur sa poitrine, juste au-dessus du premier bouton de sa chemise, se trouvait une croix en argent, petite et raflée. Elle avait appartenu à son père, son vrai père, celui d'avant l'accident, celui d'avant les assistants sociaux et les tuteurs désignés par le tribunal. Cameron la toucha par habitude, son pouce effleurant le bord lisse, s'enracinant dans quelque chose qui n'avait pas encore été pris. Devant le palais de justice, le monde avait déjà tracé ses limites. Les journalistes orientaient leurs caméras pour capturer les meilleurs clichés de lui montant les marches. Les gros titres l'avaient dépeint avec des traits aussi fous qu'injustes. Les médias locaux qualifièrent cela d'« étrange affaire fédérale », tandis que les chaînes câblées bruissaient de spéculation. Un adolescent accusé de falsification aggravée d'infrastructures fédérales? Perturbation intentionnelle d'un relais de surveillance? Aux yeux du public, cela ressemblait à du terrorisme. Mais Cameron savait ce qu'il avait fait. Il était allé faire du skateboard près d'un poste électrique interdit. Il avait filmé des fourgonnettes étranges, posté la vidéo sur un compte privé comptant moins de 50 abonnés et l'avait oublié, jusqu'à ce que la police fasse irruption dans sa famille d'accueil à l'aube et l'en sorte menotté comme s'il représentait une menace nationale. À l'intérieur, le bâtiment ressemblait à une forteresse se faisant passer pour un palais de justice. Le linoléum brillait trop. Les néons bourdonnaient d'une pulsation agaçante. La salle d'audience 12B se trouvait au 3e étage, entre des rangées d'épaisses portes en bois, chacune gardant l'enfer d'un autre. L'huissier à la porte le regarda à peine, avant de murmurer qu'il devait retirer son chapeau, qu'il ne portait pas. Le ricanement vint ensuite, subtil, mais indubitable. Cameron entra, le pas raide, le cœur battant la chamade. Le juge Walter Remick présidait comme un homme assis sur un trône. Il ne se leva pas à l'entrée de Cameron, ne leva pas les yeux de son banc. Tout le monde dans le comté connaissait Remick. Son visage avait trop souvent fait la une des journaux, sévère, pâle, les lèvres pincées. Un homme qui dirigeait son tribunal comme un navire de guerre. Ses peines pour les accusés noirs étaient 2 fois supérieures à la moyenne du comté, et malgré les cris, les piquets de grève et les plaintes des militants, rien n'avait jamais fonctionné. Le système judiciaire, Cameron l'apprenait, ne s'intéressait pas à la justice. Il en avait. Le procureur, Liam Ruckner, était déjà debout à sa table. Grand, carré d'épaules, avec une mâchoire de granit et une coupe de cheveux militaires. Il ne regardait pas Cameron, mais le regardait à travers lui comme un grain de poussière sur le sol d'une salle d'audience qu'il était déjà en train de balayer. Derrière lui, des piles de dossiers étaient parfaitement alignées, un ordinateur portable luisant de notes qui contenait probablement des astuces pour transformer une vidéo de skateboard en crime. L'avocat de Cameron, Theo Marks, était une autre histoire. Jeune, nerveux, suant à travers son col avant même que le juge ne dise un mot. Il adressa un hochement de tête raide à Cameron, comme pour dire « Je vais essayer », même s'il n'avait pas l'air d'y croire lui-même. Les remarques liminaires furent retardées, le juge s'entretenant avec le personnel du tribunal au sujet d'un document manquant.
La salle bourdonnait silencieusement, des papiers froissés, le bourdonnement sourd d'une lumière fluorescente, quelques toux occasionnels. Cameron regardait droit devant lui, respirant lentement, essayant de ne pas laisser ses mains trembler. Cela ne semblait pas réel. Rien de tout cela ne l'était. Il n'était pas un criminel. Il n'était même pas le genre d'enfant à recevoir une colle à l'école. Mais d'une manière ou d'une autre, il était là, face à un sceau. Au début des événements, Théo s'est levé et a déposé une requête de communication de base, une requête procédurale standard demandant à l'accusation de remettre tous les éléments de preuve pertinents. Le juge Rémick a semblé s'ennuyer avant de déclarer sèchement que l'accusation répondrait « en temps voulu ». Mais le délai s'est allongé. Chaque demande de Théo, images de caméras de sécurité, enregistrements de caméras corporelles, journaux horodatés du poste électrique, a été accueilli par le silence ou des excuses. Ruckner a prétendu que les journaux avaient été perdus lors d'une mise à jour de routine du système. Les images de sécurité, corrompues, les caméras corporelles, par coïncidence, toutes ont mal fonctionné lors de l'arrestation de Cameron. De telles coïncidences n'existaient pas. Pas autant, pas de cette façon. Théo a riposté, timidement d'abord, puis plus fort, essayant de monter un dossier autour de l'absence de preuves, mais c'était comme une bagarre dans le brouillard. Chaque fois qu'il a soulevé un point, il s'est évanoui sous le coup de la procédure. Le juge a retenu toutes les objections de Ruckner et a rejeté presque toutes celles de Théo. À un moment donné, alors que Théo soutenait que la défense était délibérément évasive, le juge Rémick le fixa d'un regard froid et lui ordonna de faire attention à son ton. Théo s'assit ensuite, les épaules voûtées comme un homme déjà vaincu. Cameron essaya de ne pas laisser transparaître sa panique. Il se concentra plutôt sur le décompte des panneaux du plafond, le suivi des fissures dans le carrelage, l'horloge de la salle d'audience. Mais ce n'est que lorsqu'un léger mouvement dans la galerie attira son attention que quelque chose en lui se modifia. Au milieu du fond, près de l'allée, un homme était assis seul. Fin quarantaine, peut-être début cinquantaine. Veste sombre, pantalon repassé, posture militaire. Des lunettes de soleil noir lui éclairèrent le visage, même dans la salle d'audience sans fenêtre. Sa mâchoire était taillée comme celle d'une statue, son expression indéchiffrable. Il ne semblait pas à sa place. Mais lorsque Cameron croisa son regard, l'homme eut un léger hochement de tête, presque imperceptible. Pas un avertissement. Pas vraiment un signal. Juste un message subtil et délibéré. Il fit frissonner Cameron, un frisson qui n'avait rien à voir avec la peur. Cet homme savait quelque chose. Pas de Cameron, mais de tout ce qui se passait autour de lui. Le silence, les images manquantes, la façon dont Rémick traitait l'affaire comme un serpillière sale. La présence de l'homme n'expliquait pas le feu que Cameron sentait monter en lui, mais elle lui donnait une direction. Alors que l'audience était suspendue pour l'après-midi, Cameron suivit Théo dans le couloir. Les journalistes se pressaient contre les portes vitrées, caméras braquées, bouche bée, avec des questions auxquelles il n'avait aucune envie de répondre. Théo marchait comme s'il était déjà ailleurs, la tête pleine de stratégies qu'il n'avait pas encore trouvé le courage d'exprimer. Derrière eux, la lourde porte de la salle d'audience 12B se referma, scellant la journée dans le silence. Cameron ne dit rien. Il se contenta de lever la main, les doigts s'enroulant à nouveau autour de la croix à son cou. Son père la lui avait donnée la veille de l'accident. Il lui avait dit de la porter quand il se sentait seul, pas nécessairement de prier, juste pour se rappeler que la vérité, comme le métal, survit au feu. Debout dans le couloir du tribunal, clignant des yeux face aux lumières, au bruit et aux mensonges, Cameron comprit quelque chose pour la première fois depuis le début de tout cela. On ne cherchait pas seulement à le condamner. On cherchait à l'effacer. Et quelqu'un, là-bas, quelqu'un qui observait depuis les derniers rangs d'une salle d'audience conçue pour enterrer des garçons comme lui, savait exactement pourquoi. 2 semaines avant que Cameron Wells ne pénètre dans la salle d'audience 12B, le colonel Desmond Crail se tenait dans une salle d'audience souterraine sous le complexe du Capitole, où des murs métalliques isolaient tout son
et où les appareils d'enregistrement étaient désactivés par le protocole militaire. Il avait juré sous serment, entouré de hauts responsables des services de renseignement, que le site près duquel Cameron avait patiné, la soi-disant sous-station, ne faisait partie d'aucun réseau électrique connu. Il s'agissait en réalité d'un nœud de surveillance dissimulé, exploité dans le cadre d'un accord public-privé entre le gouvernement de l'État et Wexwell Solutions, l'un des plus puissants sous-traitants de la défense du pays. Kreil, ancien ingénieur système en chef du renseignement militaire, avait découvert l'expansion illégale des réseaux de surveillance nationaux après un audit de sécurité raté. Lorsque ses tentatives de signaler les violations furent étouffées et son habilitation révoquée, il consigna tout ce qu'il put, dossiers. Le poste électrique près duquel Cameron s'était aventuré n'était pas surveillé parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il était illégal. Les fourgons banalisés abritaient des réseaux d'interception de signaux. Les épais câbles ne servaient pas à l'alimentation électrique, mais au siphonnage de données. Chaque frappe, appel ou flux vidéo dans un rayon de 8 km pouvait être extrait, nettoyé et envoyé à des serveurs situés sous le complexe. Les images filmées par Cameron, floues et apparemment inoffensives, en montraient juste assez pour poser problème. Les réseaux d'antennes, la plaque d'immatriculation d'un véhicule non répertorié dans aucun registre, l'horodatage correspondant à une surtension de données connues. Quelqu'un de haut placé l'avait remarqué, et quelqu'un de plus haut placé voulait l'effacer. De retour dans la salle d'audience 12B, ses forces étaient déjà en action. Theo Marks, armé de ressources limitées et d'une patience à bout de souffle, commençait à comprendre que son rôle n'était jamais de gagner, mais de faire paraître la défaite légale. Le deuxième jour du procès s'ouvrit par une sélection du jury qui aurait dû prendre des jours, mais qui ne dura que 53 minutes. Les 12 jurés étaient blancs. Aucune objection n'a été retenue. Lorsque Theo a soulevé des inquiétudes concernant ce déséquilibre évident, le juge Remick a invoqué la démographie régionale et a rejeté la requête en révision sans contact visuel. Mais le moment le plus surprenant est survenu en milieu de matinée, lorsque Theo, cherchant désespérément un fil conducteur, a mentionné dans l'encadré que Ruckner et le juge Remick avaient tous deux siégé à une commission de révision judiciaire financée par une fondation juridique privée liée à Wexwell Solutions. L'instant est resté en suspens comme de la fumée. Les yeux de Remick se sont légèrement rétrécis. Ruckner a esquissé un sourire narquois. Le lien était réel, le conflit d'intérêts flagrant, mais le juge a néanmoins rejeté la requête en annulation du procès sans discussion. Le procès, semblait-il, marchait sur des rails. Toute tentative de le faire dérailler était absorbée et repoussée comme une machine trop massive pour être arrêtée. Dehors, cependant, l'histoire se répandait. Le frère adoptif de Cameron, Miles, son aîné de 2 ans et étudiant en informatique à l'université locale, avait piraté le dossier public du tribunal et diffusé en ligne des transcriptions expurgées des requêtes de Theo. Les forums se sont enflammés. Les militants ont commencé à s'organiser. À la fin de la journée, une vingtaine de personnes se tenaient sur les marches du tribunal avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Libérez Cameron » et « Cessez le silence ». Ce n'était qu'un murmure au début, mais il s'est intensifié. Dans le cabinet, les mains de Theo s'agitèrent plus rapidement. Il déposa une nouvelle requête, cette fois pour accéder aux communications fédérales liées au site de surveillance. Il demanda tous les mémos internes, avertissements de sécurité ou mots-clés signalés liés au lieu où se trouvait Cameron au moment de son arrestation. Ruckner ricana, prétextant des préoccupations de sécurité nationale. Le juge Remick leva les yeux au ciel, puis ordonna un examen à huis clos de la requête, la tuant ainsi avant même qu'elle ne puisse respirer. Le sténographe du tribunal eut du mal à suivre. Cameron, observant ce qui se passait depuis la table de la défense, sentit quelque chose s'agiter en lui. Ce n'était ni de la rage, ni de la peur, c'était de la clarté.
Chaque mur procédural érigé autour de lui ne faisait que rendre plus claire la forme de la machine. Il n'était pas seulement jugé pour escroquerie, il se tenait à l'intérieur d'un mécanisme conçu pour broyer quiconque voyait ce qu'il n'était pas censé voir. Plus on le réduisait au silence, plus la vérité filtrait à travers les fissures. Le matin du 3e jour, Cameron entra dans la salle d'audience arborant la même croix qu'il avait toujours portée. L'argent scintillait sous les néons. Théo l'avait prévenu qu'elle pourrait attirer l'attention, mais Cameron refusa de l'enlever. Cette croix était la seule chose au monde qui lui semblait appartenir. Pas seulement un souvenir, mais un lien avec quelqu'un depuis longtemps disparu. Une promesse gravée dans le métal. La cour n'avait même pas été rappelée à l'ordre que le juge Rémick s'en aperçut. Son regard se fixa sur la croix comme si elle représentait une menace. Il se pencha en avant, un léger tressaillement au coin de la bouche. Puis, d'une voix plus froide que les colonnes de marbre, il ordonna à Cameron de retirer l'objet qu'il portait autour du cou. Il prétendit que cela pourrait influencer le jury. Il prétendit que cela pourrait inciter à la partialité. Cameron ne bougea pas. Il resta simplement assis, la main posée sur le petit porte-bonheur, calme, mais inflexible. Théo se leva pour protester, invoquant le droit de Cameron à porter des objets religieux personnels. Rémick passa outre. Cameron resta immobile. Après un moment de tension, le juge frappa violemment le juge et déclara Cameron coupable d'outrage au tribunal. Puis il fit quelque chose d'inédit dans la salle d'audience. Il déposa une plainte personnelle pour atteinte à l'éthique civile contre Cameron Wells, en pleine audience, l'accusant de provocation intentionnelle en vertu d'une clause de déontologie judiciaire rarement utilisée. Il affirmait qu'en refusant une ordonnance directe du tribunal, Cameron tentait de manipuler l'opinion publique et de perturber les débats. La salle d'audience inspira collectivement. Des halètements jaillirent comme des étincelles. Même Ruckner cligna des yeux. Cameron se releva lentement, les épaules détendues. Sa voix ne tremblait pas lorsqu'il parla. Il regarda simplement devant lui et dit qu'il souhaitait appeler son père. Un silence épais et confus suivit. Le juge Rémick cligna des yeux, puis ricana, lui rappelant qu'il était orphelin. Le verdict fut cruellement renversé. Le genre de rejet fondé sur des décennies d'arrogance institutionnelle. Cameron ne broncha pas. Il se répéta. Il déclara que son père biologique était le procureur général des États-Unis, Deshaun Wells. Le silence qui suivit ne fut pas vain. Il fut électrique. Un éclair frappa le cœur mort de la salle d'audience. Les journalistes à l'extérieur le ressentirent avant même d'avoir entendu les mots. À l'intérieur, la bouche bée. Un huissier murmura quelque chose à la radio. Un huissier remua, mal à l'aise. Théo se retourna lentement, fixant Cameron comme s'il le voyait pour la première fois. Le visage de Rémick se vida de ses couleurs. Non pas à cause des paroles de Cameron, mais à cause du nom lui-même. Deshaun Wells n'était pas seulement un haut fonctionnaire. Il était le marteau-pilon fédéral chargé de faire la lumière sur des affaires de corruption trop dangereuses pour les procureurs locaux. Son bilan était impitoyable, son éthique irréprochable. Et voilà que le garçon que tout le monde prenait pour un simple nom de pacotille avait mis le feu aux poudres. La salle d'audience sombra dans le chaos. Rémick réclama le calme, mais le mal était fait. Les téléphones s'allumèrent. Un greffier se précipita dans le cabinet. Ruckner chuchota frénétiquement à un assistant juridique, et Cameron resta planté là, la main posée à nouveau sur la croix qui avait failli le faire enterrer, désormais symbole de quelque chose de bien plus dangereux que la foi. C'était une reconnaissance, un héritage, un feu. Le procureur général Deshaun Wells avait gardé ses distances avec Cameron pendant des années, le souvenir de leur âpre bataille pour la garde de leur enfant étant encore vif en eux deux. Le placement de Cameron en famille d'accueil avait laissé des cicatrices, juridiques et émotionnelles, et le silence entre père et fils s'était prolongé pendant près d'une décennie. Pourtant, alors que le monde assistait à l'explosion du juge Rémick et au procès surréaliste pour une simple croix, Deshaun ne pouvait plus garder le silence. La vidéo était devenue virale en quelques heures.
Les gros titres s'étaient répandus sur les fils d'actualité nationaux. Et ce qui avait été un scandale local était devenu une véritable crise fédérale. En moins de 24 heures, des observateurs fédéraux, des agents au visage sévère, en costume sombre et au regard plus rigide, furent déployés au palais de justice 12B. Ils arpentèrent les couloirs avec l'autorité d'un nuage d'orage, salle après salle, vérifiant les transcriptions, examinant les dossiers et scrutant les traces de manipulation. Cameron et Theo les regardèrent entrer dans le cabinet du juge, accompagnés d'avertissements solennels de ne pas intervenir. C'était la première fois que Cameron ressentait le poids du bureau de son père, une force mobilisée non pas pour une affaire, mais pour la justice dans sa plus pure définition. Pourtant, la salle d'audience était loin d'être sûre. Un dossier anonyme circula parmi les jurés, chuchotant que Cameron était mentalement instable, faisant référence à un casier judiciaire de mineurs scellé que personne n'avait vu. Des murmures de « accusés incompétents » flottaient juste sous les murmures de la galerie. Theo, après avoir fouillé les bureaux et les archives, n'a rien trouvé. Aucun document n'existait. C'était une invention destinée à disqualifier Cameron et à discréditer sa demande. Mais à qui profitait un tel sabotage? Avec DeShawn, il a retracé l'expédition du dossier jusqu'à une imprimante fédérale sécurisée, la facturation étant liée à un bureau loué sous un pseudonyme. L'adresse était correcte, à l'exception d'un nom. Le sénateur Adrien Collard, président du comité de surveillance de la sécurité de l'État. Le nom de Collard figea Theo, un homme chargé de surveiller une surveillance légale, désormais impliqué dans le sabotage de la crédibilité d'un adolescent. Pire encore, Collard avait été lobbyiste pour Wexwell Solutions, l'entrepreneur à l'origine du nœud de serveurs clandestins. L'ironie était dévastatrice. L'homme chargé de la surveillance faisait pencher la balance en faveur de la dissimulation. Un marionnettiste silencieux, façonnant le récit par la manipulation et des notes intraçables. DeShawn examina les dossiers du comité et nota les manigances de Collard. D'importants dons de l'industrie de la défense à sa campagne de réélection, des faveurs échangées contre des décisions favorables et une traînée de cadavres, métaphoriques et littérales, laissés dans son sillage. Et puis vint le flashback, rejoué sur des écrans verrouillés et murmuré par des témoins sous immunité. 2 semaines plus tôt, dans la salle à manger privée du Crystal Pines Golf Club, une oasis verdoyante pour l'élite, Collard avait siroté un bourbon vieilli avec le juge Remick et le procureur Ruckner. Leur rire s'était assombri lorsque la discussion s'était portée sur Cameron. Un enregistreur caché, installé quelques jours plus tôt par un initié allié au colonel Kreil, captait chaque syllabe sinistre. Collard se pencha en avant, la voix basse. Si le garçon parlait, il révélerait tout. Ruckner acquiesça. Enterrez-le, submergez-le de codes fédéraux, jusqu'à ce qu'il craque. Remick offrit la plus froide assurance. Si cela échouait, il veillerait à ce qu'il n'en ait plus jamais l'occasion. L'enregistrement était rediffusé, encore et encore, dans les salles d'audience et sur les lignes sécurisées, chaque itération entachant la crédibilité du trio. Cameron était devenu la mèche d'une poudrière, le skater rebelle transformé en paratonnerre. Son simple acte de curiosité, filmant fourgonnettes et câbles, avait déclenché une rébellion contre les programmes cachés opérant sans surveillance. Le tribunal était devenu un champ de bataille, une guerre non pas pour un enfant, mais pour la transparence, le pouvoir, et qui pouvait décider de ce que le public voyait. À l'intérieur du palais de justice, tout bascula. Les observateurs fédéraux ont recueilli les témoignages, sous serment des greffiers, du personnel technique, de toute personne ayant accès aux dossiers mineurs scellés ou aux lignes de communication du jury. Theo et DeShawn ont travaillé en tandem, Theo guidant cette offensive judiciaire, DeShawn sollicitant des faveurs, déplaçant des pièces administratives. Un silence s'est abattu sur la salle d'audience lorsque les caméras se sont braquées sur le bureau de Collard. Sénateurs et représentants de l'État ont commencé à chuchoter au sujet de démissions clandestines et d'alliances discrètes se formant autour de la défense de Cameron. Cameron, assis derrière Theo à la table de la défense, observait tout cela sans expression.
Il percevait chaque accumulation, chaque craquement et chaque gémissement du système autour de lui. Et pourtant tout avançait trop lentement. La présence de son père avait changé le ton, certes, mais pourrait-elle infléchir la courbe de la corruption suffisamment longtemps pour que la vérité éclate? Il ferma les yeux un instant et toucha la croix à son cou. Elle lui semblait plus lourde maintenant, non pas un fardeau, mais une arme, un rappel qu'il était plus qu'un symbole. Il était un fils, une victime, et surtout un témoin vivant de ce que les puissants feraient pour rester cachés. L'écho du flashback résonna dans la salle d'audience comme l'explosion d'une bombe. Les sénateurs chancelèrent. Le juge président rappela la commission Collard pour témoigner sous serment. Le dossier de Ruckner vola en éclats. Le refus de Remick d'annuler la sélection du jury devint indéfendable. Le procès de Cameron n'était pas assez d'un procès spectacle à huis clos à une confrontation sous les projecteurs. Une confrontation qu'il n'avait jamais souhaitée, mais qu'il assumait désormais pleinement comme sa responsabilité. Alors que le jour laissait place à la nuit, le procès n'était pas terminé. Mais le champ de bataille avait changé. La voix de Cameron, autrefois étouffée par la procédure et les préjugés, portait désormais l'écho d'une tempête fédérale. Et debout à ses côtés, silencieux mais puissant, se tenait son père, à la fois bouclier et fléau, tel un pare-feu contre la plus ancienne menace de toutes, l'idée que certaines vérités étaient trop dangereuses pour être révélées au grand jour. La révocation du juge Remick ne s'est pas faite sans bruit. On murmurait des actes d'accusation scellés, des preuves saisies dans des sacs noirs et des comptes rendus d'audience effacés, mais rien n'a été confirmé. Il a disparu de l'affaire en l'espace d'une matinée, son nom a été rayé du rôle, son cabinet verrouillé, son équipe réaffectée sans préavis. À sa place, le juge fédéral Clarence Toller a pris ses fonctions. C'était un homme grand et au regard perçant, réputé pour ses décisions implacables et peu enclin aux manœuvres politiques. Toller était l'un des rares juristes à inspirer encore la crainte des deux camps, connu pour ses opinions dissidentes acerbes et ses décisions qui transcendaient les clivages institutionnels. Son arrivée n'a pas seulement marqué un changement de contrôle, c'était le début d'une confrontation ouverte. Dans la salle d'audience, les procédures ne ressemblaient plus à la justice d'autrefois. Désormais, c'était la guerre, les traces écrites contre le pouvoir, les données contre la tromperie. Théo s'assit à la table de l'accusation, flanqué de 2 observateurs fédéraux et d'une mallette bien gardée. Les caméras étaient interdites, mais des dizaines de journalistes étaient alignés le long du mur du fond, leurs stylos tremblants, les yeux plissés. L'atmosphère était si tendue par l'impatience que même le grincement du vieux ventilateur de plafond résonnait comme un coup de feu. Théo commença par poser les bases, des documents authentifiés du colonel Kreil, soumis sous la protection fédérale des lanceurs d'alerte. Le nom du colonel avait été effacé de la vue du public, mais les personnes présentes dans la salle savaient ce que cela signifiait. Un officier en poste risquant sa carrière, sa liberté, pour révéler ce qui avait été enterré. D'abord, les images, granuleuses mais sans équivoque. Des fourgonnettes aux couleurs de Wexwell Industries stationnaient à l'arrêt devant des nœuds de sous-stations non répertoriés. Des hommes armés se déplaçaient sous le couvert de la nuit. Certaines fourgonnettes portaient des plaques d'immatriculation militaire, d'autres n'en avaient aucune. Puis vinrent les notes de service, des documents internes du ministère de l'Infrastructure nationale, marqués « Restreint », avec une formulation à glacer le sang. Cameron Rees, identifié comme un risque de confinement. Sécuriser, immédiatement. Prioriser la neutralisation numérique. Des noms comme Ruckner et Collard apparaissaient tout au long des chaînes, des hommes qui avaient autrefois nié toute implication sous serment. Mais ils étaient là, coordonnant les échéanciers, signant des ordres, qualifiant la surveillance de filature non responsable. Des courriels montraient que Ruckner demandait des reports des visites de surveillance fédérale. Collard répondait « Les voies judiciaires sont sécurisées pour le moment ». La salle d'audience se figeait, chaque page se transformant en une nouvelle cicatrice. Mais le système ne s'effondrait pas facilement. Il saignait, sabotage et perturbation à chaque révélation.
L'alerte à la bombe est arrivée en milieu de matinée. Un appel au greffe. Pas de voix, juste un message enregistré diffusé en boucle, mentionnant le numéro de l'affaire et le nom de Cameron. Le palais de justice a été évacué en quelques minutes. Les démineurs ont ratissé les lieux sans rien trouver, mais le retard a suffi à briser l'élan. À la reprise des audiences le lendemain, une jurée, une femme du quartier 7, était portée disparue. Son adresse avait été doxée pendant la nuit et des sites d'information marginaux avaient placardé son adresse avec des photos truquées d'elle participant soi-disant à des rassemblements antigouvernementaux. Elle a été retrouvée saine et sauve, mais sous le choc et sa démission du jury a été soumise par l'intermédiaire de son avocat. Puis est arrivée la campagne de diffamation. Plusieurs médias ont reçu des dossiers affirmant que Cameron participait à une insurrection numérique rebelle, jeune radicalisé aux tendances anarchistes. Titré des journaux. Des photos fabriquées le montraient à des manifestations auxquelles il n'avait jamais assisté. Une vidéo le montrait faussement, en train de détruire une caméra de surveillance. Des images qui se sont révélées plus tard être celles d'une personne complètement différente. Mais le mal était fait. L'opinion publique, qui avait commencé à pencher en faveur de Cameron, a commencé à se fracturer. Les sections de commentaires ont débordé de haine. Les réseaux sociaux ont publié des éditoriaux sur les cybermenaces nationales. Le tribunal est devenu un champ de bataille non seulement factuel, mais aussi perceptif. Et pourtant, la vérité s'est frayée un chemin jusqu'à la lumière. Elle est arrivée dans une enveloppe fine et discrète, envoyée au bureau de Théo sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une clé USB collée sur une page arrachée d'un ouvrage juridique. Éthique constitutionnelle. Troisième édit. Lorsque Théo déchiffra le disque, il resta immobile pendant près de 10 minutes. La pièce autour de lui aurait pu s'effondrer sans qu'il cligne des yeux. Sur ce disque se trouvait un vidage de métadonnées complet et inchangé provenant du nœud central initialement exposé par Cameron. Non seulement les angles de caméra et les journaux IP, mais aussi des images de surveillance améliorées avec horodatage synchronisé, des métadonnées GPS, des invites de commandes chiffrées montrant les exécutions de commandes, et même des extraits audio de captation ambiante. Cela prouvait sans l'ombre d'un doute que la surveillance du poste électrique n'était pas une expérience malveillante, mais une opération coordonnée et autorisée. Mais ce qui choqua le plus Théo, ce ne furent pas les images, c'était le document intégré au bout du disque, une directive signée par le sénateur Collard lui-même, vérifiée numériquement, datée de 2 semaines avant l'arrestation de Cameron. Dans cette directive, Collard autorisait la poursuite de la surveillance des citoyens américains, précisant explicitement qu'elle était dans l'attente d'une protection judiciaire discrétionnaire, et demandait une dissimulation technique par l'intermédiaire d'intermédiaires sous contrat avec Waxwell. Il savait. Il ne s'est pas contenté de signer, il a prévu des échappatoires. La salle d'audience tremblait sous le poids de ses preuves. Au retour de la suspension d'audience, le juge Toller avait le visage indéchiffrable. Il accepta l'admission des preuves sans commentaire, les yeux brillants d'un feu discret. Pour une fois, la défense n'avait aucune réplique. La chambre retint son souffle tandis que Théo exposait la chaîne de la répression. L'arrestation de Cameron n'avait rien à voir avec le piratage informatique, mais tout à voir avec le fait d'avoir été la première voix assez forte pour percer le voile. Il n'a jamais été question de sécurité nationale. Il s'agissait de préserver l'architecture du pouvoir. Dehors, les manifestations reprirent. La foule se rassembla sur les marches du palais de justice, brandissant des pancartes à l'effigie de Cameron, scandant des slogans demandant des comptes. Certains étaient des survivants d'abus de surveillance, citoyens faussement signalés, lanceurs d'alerte, militants. D'autres étaient simplement réveillés, les yeux ouverts sur l'échafaudage de silence qui avait trop longtemps soutenu le système. À l'intérieur, Toller ordonna aux agents de sécurité de monter la garde. Il n'y aurait plus de doxing, plus d'alertes à la bombe, plus d'ingérence. Le récit de Cameron le terroriste s'était effondré. À sa place, se tenait un jeune homme qui avait découvert une machine conçue pour faire disparaître des gens comme lui.
Le dossier de l'accusation était retourné à l'envers. Son fondement n'était pas la justice, mais la dissimulation. La plaidoirie finale de Théo au tribunal n'était ni passionnée ni tapageuse. Elle était froide, clinique, indéniable. Des données, horodatées et certifiées, présentées non comme des arguments, mais comme des faits. Cameron avait été ciblé, réduit au silence et mis en cage pour préserver un programme qui n'aurait jamais dû exister. Alors que la galerie retombait dans le silence, une vérité flottait dans l'air comme de la fumée. Le système n'avait pas simplement trahi Cameron, il l'avait traqué, effacé et tenté de réécrire les faits par le feu. Et cela a failli fonctionner. Presque.